enregistrer et puis on va pouvoir démarrer doucement. Je vous souhaite ou re-souhaite la bienvenue à cette escale engagée transition écologique et alimentation durable. Donc, on va pouvoir parler aujourd'hui de comment vous allez pouvoir agir au sein de vos lieux de vie collectifs. L'idée, c'est de faire une pause collective d'une heure pour vraiment prendre de la hauteur sur ce sujet, vous permettre de monter en compétences, initier des réflexions qui vont pouvoir ensuite se concrétiser sur le terrain. Euh, et l'idée, ça va être après de vouloir vraiment prendre cette pause dans vos quotidiens professionnels qui sont bien remplis, mais pour que ça vous soit ensuite utile. Donc profitez-en. Je vois des visages connus. Certains d'entre vous sont là à chaque escale, donc ça fait plaisir de vous retrouver. Je pense que apparemment c'est un rendez-vous qui a l'air de vous apporter la bonne dose de motivation, respiration et inspiration. Donc ça fait plaisir. Et puis bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent pour cette escale engagée. Alors, quelques bonnes pratiques pour que tout le monde passe un bon moment et puisse bien en profiter, comme je vous disais tout à l'heure. L'idée, c'est que si vous en avez une, vous pouvez brancher votre caméra, comme ça, on peut se voir. Je vous invite plutôt à couper vos micros. On se permettra peut-être un petit clic pour le couper si jamais ça fait des interférences, pour que tout le monde puisse bien entendre ce qui est partagé. Et puis n'hésitez pas à contribuer dans le chat, réagir, poser vos questions, échanger entre vous et avec notre équipe, hein, ça sert à ça. Euh, et puis euh, on vous mettra à disposition un replay, soit sur le forum La Belle Vie pour les adhérents, et sinon n'hésitez pas à nous demander pour celles et ceux qui le souhaitent. Alors, aujourd'hui, pendant cette escale, l'idée c'est de replacer le sujet de l'alimentation dans les enjeux plus globaux de la transition écologique. Euh, L'objectif, c'est de vous permettre à la fois de comprendre en quoi l'alimentation, c'est un sujet central si on veut améliorer son impact hein, environnemental, bien sûr, mais aussi social. Et puis savoir comment on peut se mettre en action en tant que professionnel de l'enfance et de la petite enfance, que vous soyez pro de terrain, coordinateur ou coordinatrice, gestionnaire, etc. Alors, avec qui vous allez participer, vous allez partager, pardon, cette pause engagée. Côté La Belle Vie, je serai votre animatrice, donc je m'appelle Charlotte et je suis accompagnée aujourd'hui de Pauline qui vous enverra des petits mots dans le chat et qui vous en a déjà un petit peu envoyé. Voilà, donc n'hésitez pas à contribuer par écrit, hein, on vous lit. Et on a le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Fabienne, la directrice de l'association Parents Bouge à Rennes qui est lauréate des Coccinelles d'Or 2025 et qui prendra la parole un petit peu plus tard pour nous parler de leur projet de la bicyclette à la fourchette. Voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Et puis, du coup, vous hein, aussi, bien sûr, qui êtes là avec nous, vous êtes 162 pour l'instant. Donc, un mélange de gestionnaires, coordinateurs, coordinatrices de groupes privés, associatifs, de collectivités publiques également, directrices et directeurs, des professionnels de structure. Voilà, et tout ça, c'est donc lieu d'accueil enfance et petite enfance. Donc plein de profils différents. On va pouvoir s'enrichir aussi les uns les autres. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Certains font déjà partie du réseau La Belle Vie, d'autres pas encore. Donc, on a une première question pour vous. On aime bien savoir, voilà, si vous êtes plutôt un groupe d'habitués ou s'il y a plein de nouveaux. Donc, vous allez voir un petit sondage qui va apparaître sur votre écran pour pouvoir nous dire, vous, est-ce que vous connaissez déjà la belle vie? Est-ce que vous êtes peut-être même déjà engagé dans la démarche de labellisation? Vous découvrez grâce au webinaire? Ah, c'est serré, hein, les réponses. On est quand même sur une majorité de participants qui sont déjà engagés dans la démarche, mais c'est moins de la moitié. Donc juste après, vous êtes nombreux aussi à connaître, mais à pas encore faire partie du réseau, et quand même pas mal de personnes qui découvrent, une bonne trentaine. Bienvenue à tout le monde.
Je vous redonne peut-être quelques éléments sur La Belle Vie rapidement pour savoir un petit peu qui vous accueille aujourd'hui. La Belle Vie, du coup, c'est une association qui fait de l'accompagnement au changement dans la transition environnementale et sociale, hein. On œuvre pour que les lieux de vie des plus vulnérables permettent d'avoir des pratiques plus éco-responsables au quotidien. Donc avec plein d'outils différents, des démarches de labellisation, un centre de formation, du conseil sur mesure. Et puis, La Belle Vie, c'est aussi un réseau national qui se met en action avec 1200 lieux de vie qui sont engagés partout en France. Donc, ça, au total, ça fait 12 000 professionnels, ce qui est assez impressionnant comme chiffre. Euh, donc la communauté La Belle Vie, qui est d'intérêt général, elle agit avec détermination pour bousculer le cadre en menant des actions concrètes sur tout le territoire. Donc à la fois s'informer, mieux comprendre les enjeux environnementaux et sociaux, sensibiliser, mettre en lumière les pratiques du réseau La Belle Vie, créer des synergies entre les acteurs aussi sur leur territoire et puis réfléchir et co-construire pour oser vraiment participer à cette innovation. Donc l'alimentation, c'est une des thématiques phares qu'on adresse dans notre accompagnement, avec des formations qui sont à la fois théoriques et pratiques. Parce que oui, on cuisine vraiment en formation. Il y a des temps d'échange entre professionnels, etc. Je pourrais vous donner un petit peu plus de détails à la fin. Et Pauline va vous envoyer dans le chat également un lien pour creuser un peu le sujet si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de la démarche La Belle Vie. Et puis, je vous propose qu'on commence, pour bien rentrer dans le sujet, qu'on commence par définir un petit peu plus de quoi on parle exactement. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est la transition écologique et l'alimentation durable. Euh, pour commencer, le premier, la transition écologique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est quelque chose dont on parle vraiment souvent, hein. Une transition, c'est vraiment une évolution. L'idée, c'est d'évoluer vers un nouveau modèle qui soit à la fois économique et social et qui va apporter des solutions globales à la fois aux enjeux environnementaux et sociaux. Nous, on englobe tout ça. Euh, L'idée, c'est que cette transition, elle va opérer à tous les niveaux. C'est pour ça qu'on parle de transition globale, à la fois sur nos manières de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble, etc. Et donc, l'alimentation durable, là, ça va être vraiment l'ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante, à la fois aujourd'hui et demain. Donc là-dedans, il y a pas mal de notions différentes, dans le respect de l'environnement et puis tout en étant accessible économiquement et rémunératrice, voilà, sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Donc là, aujourd'hui, on va prendre ces deux notions-là et l'idée, c'est qu'on va les mettre en relation, voir quel rôle elles jouent l'une pour l'autre. Et notamment à travers cette notion de transition alimentaire, puisque voilà, l'alimentation, c'est vraiment un des sujets phares à adresser pour mener la transition écologique et sociale. On va pouvoir parler de transition alimentaire. Pourquoi on a décidé d'adresser ce sujet-là avec vous aujourd'hui? L'alimentation, c'est un sujet qui est central dans toute société. Elle est au centre de beaucoup d'enjeux, donc évidemment impact environnemental, mais aussi c'est un sujet de santé publique. Ça soulève des enjeux sociaux, économiques. Il y a aussi un gros défi démographique derrière l'alimentation. Donc opérer cette transition, c'est vraiment nécessaire pour construire une société plus résiliente. Et on vous propose d'adresser ce sujet ensemble aussi en tant que, pour vous, en tant que professionnel de l'enfance et de la petite enfance, parce que c'est un vrai enjeu de qualité d'accueil. Une bonne alimentation, c'est indispensable pour le bien-être, le développement de l'enfant. C'est un sujet que vous connaissez bien, qu'on aborde souvent d'ailleurs au sein du réseau La Belle Vie. Euh, Aujourd'hui, on va l'adresser plutôt sous le prisme de l'empreinte environnementale. Et aussi en tant que, en fait, les enfants que vous accueillez en tant que enfin, jeunes adultes bientôt, demain ils seront les citoyens qui vont construire la société dans laquelle on vit. Donc l'idée, c'est aussi que on a tous un rôle à leur montrer qu'une autre voie est possible, et puis aussi aux adultes qui les entourent par la même occasion. Et ces pratiques, elles peuvent paraître très innovantes, mais demain, elles seront la norme. Vous verrez voilà, de quoi on va pouvoir parler dans le contenu de ce webinaire.
Et enfin, c'est un sujet qu'on a à cœur d'adresser aussi parce que dans notre vision chez La Belle Vie, on considère que les lieux d'accueil collectif, c'est un peu comme un petit écosystème, comme une mini-société où on peut tester plein de choses pour justement mettre en place la transition et ensuite qu'on va pouvoir reproduire à plus grande échelle. Vos lieux de vie, ils sont ancrés sur leur territoire, ils sont ancrés dans un quartier, ils ont une influence sur leur environnement direct avec vos pratiques, vos partenariats, les prestataires avec lesquels vous travaillez, etc. Donc si vous êtes là, c'est que vous aussi, a priori, vous avez à cœur de contribuer à cette transition. Donc on va regarder ensemble voilà, comment on peut faire. Et pour commencer, j'aimerais bien savoir comment vous, dans votre équipe, vous vous sentez sur cette thématique de l'alimentation. Plutôt avancé, plutôt c'est difficile. Voilà, vous allez avoir à nouveau un petit sondage qui va apparaître sur votre écran pour pouvoir nous dire où vous en êtes sur ce sujet-là. Alors là, vous avez quatre options. Est-ce que vous vous sentez plutôt à fond, c'est un sujet de prédilection? Vous êtes en cours de route, voilà, en action, hein, petit à petit. Vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop qu'est-ce qu'il faudrait changer. Ou alors vous êtes aussi un peu frustré, ça peut arriver, notamment quand on a l'impression de ne pas avoir la main sur les choses. Alors, on a une grande majorité de en action. Je m'en doutais un petit peu. Et ça fait plaisir à lire, parce que petit à petit, c'est déjà très bien. Et puis après, un petit peu de tout, un peu de frustration, un peu de on est perdu et un peu à fond, ce qui est plutôt normal. Je pense que à la fin de ce webinaire, vous devriez, tout le monde devrait avoir trouvé des réponses ou des clés pour répondre à ces interrogations. Donc, on peut rentrer dans le vif du sujet, si ça vous va. Merci pour vos réponses. Alors, c'est quoi le problème en fait avec notre alimentation? Ça peut paraître un peu surprenant d'utiliser ce mot de problème et d'alimentation dans la même phrase parce que bon, l'alimentation c'est surtout un besoin. Parfois c'est même un plaisir quand on a de la chance. Aujourd'hui, on fait face à d'autres problématiques hein, en raison de l'industrialisation de notre société, la montée du consumérisme, de la mondialisation. L'alimentation, elle représente un peu plus de 20% de l'empreinte carbone des Français. Donc juste derrière les transports et au même niveau que le logement. C'est beaucoup. C'est un des postes de dépenses environnementales, entre guillemets, les plus importants. Et en fait, chaque étape du parcours des aliments qu'on consomme, il a un impact sur l'environnement. Donc là, c'est la petite partie théorique. La première étape, c'est la production agricole. Donc c'est ici que se situe la majorité de l'impact environnemental d'un aliment, hein, c'est à peu près 60%, notamment à travers de la pollution de l'air, par exemple les gaz à effet de serre qui sont émis pendant l'élevage ou la culture des sols, ou même la consommation des machines hein, agricoles. Il y a aussi de la pollution de l'eau avec l'utilisation d'engrais et des pesticides. Euh, et donc, j'ai mis une image volontairement avec des bovins, parce que je voulais qu'on adresse ensemble cette question de voilà, pourquoi on dit toujours que manger de la viande, ça pollue. Parce qu'effectivement, c'est un des postes les plus importants d'empreinte, vraiment d'empreinte carbone. À l'échelle nationale, on n'a jamais produit et consommé autant de viande qu'aujourd'hui. Euh, c'est près de 85 kilos par an et par personne, pour vous donner une idée. C'est un chiffre qui est stable depuis une dizaine d'années et qui reste très haut. Donc l'impact environnemental de la viande, notamment du bœuf et de l'agneau, il est très important pour deux raisons principales. Les gaz à effet de serre qui sont émis donc, par les ruminants, et ça c'est le méthane surtout, et la déforestation, c'est quelque chose qu'on soupçonne peut-être un peu moins, mais en fait une grande majorité des surfaces agricoles en France et à l'étranger, elles sont dédiées aux céréales de l'alimentation animale. Notamment pour le soja. Donc en fait, c'est des terres qu'on n'utilise pas pour cultiver des choses qu'on va manger nous, on les utilise pour cultiver voilà, des aliments qu'on va donner à des animaux qu'on va ensuite manger. Euh, la deuxième étape, ça va être la transformation des aliments. Parce qu'à cette étape-là, on a besoin d'énergie pour faire fonctionner les machines, chauffer, refroidir, conserver les aliments. Et elle produit aussi des déchets, hein, comme les déchets alimentaires ou les emballages.
Ensuite, à l'étape évidemment du transport et de la distribution, hein, ça on y pense souvent. Donc, par exemple, le transport sur de longues distances, ou parfois qui ont des besoins de réfrigération, ça génère beaucoup de gaz à effet de serre. La consommation, ça c'est l'étape où nous on intervient le plus souvent. Bah, elle a aussi un impact hein, sur l'environnement avec la cuisson, la conservation, etc., qui vont contribuer à l'empreinte carbone. Et puis enfin, évidemment, le sujet du gaspillage alimentaire qui est assez important parce qu'il y a une partie des aliments qui est encore consommable, qui est jetée, et sont des ressources naturelles qui sont prélevées souvent inutilement et des gaz à effet de serre du coup qui auraient pu être évités. Donc petite question, petit sondage pour voir ce que vous en pensez. À votre avis, la quantité de gaspillage alimentaire par an en France, elle se compte en quoi? En tonnes? En centaines de tonnes, en milliers de tonnes ou en millions de tonnes? Vous en pensez quoi? Une majorité de milliers de tonnes, et malheureusement, c'est encore au-dessus. Ce chiffre est assez impressionnant. Le gaspillage alimentaire, il représente 3,8 millions de tonnes de déchets par année. Donc ça concerne tout ce qui est comestible, hein, les restes de repas, mais aussi les aliments qui sont non consommés, encore emballés, etc. Pour vous donner une idée, ça équivaut à peu près à 55 kilos par personne. Donc le gaspillage, ça peut vraiment intervenir à toutes les étapes, hein, toutes ces étapes-là que je vous ai mentionnées. La production, la transformation, la vente. Donc, voilà, vous voyez, à travers ces 5 étapes, notre alimentation, c'est vraiment un des secteurs qui impacte le plus l'environnement. Et derrière ces chiffres et ces infos de pollution diverses, c'est directement le changement climatique hein, qui est concerné. Donc, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans pourquoi il est concerné exactement. En fait, de plus de deux manières. L'agriculture, elle fait partie des causes du changement climatique. Parce que ça, c'est un petit peu ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que les différents gaz à effet de serre que j'ai évoqués juste avant, ils sont à l'origine du réchauffement climatique. Euh, L'alimentation, particulièrement, a un fort impact aussi parce que c'est le type de gaz à effet de serre qui va être émis par ce secteur-là qui a un pouvoir réchauffant très important. Donc le méthane que j'ai évoqué tout à l'heure, il a un pouvoir réchauffant près de 30 fois supérieur au CO2 par exemple. Donc, on parle beaucoup du CO2, mais voilà, le méthane, c'est aussi, ça a un impact très fort sur le changement climatique. Et il y a aussi une relation inverse, c'est-à-dire que le changement climatique, il a aussi des conséquences sur notre agriculture. Les conditions de production agricole, elles se dégradent justement à cause de la sécheresse, des inondations, la qualité des sols baisse, les ressources en eau aussi, etc. Concrètement, ça renvoie à une baisse des rendements en production. Ça, on peut le voir, il y a certains légumes qui sont de plus en plus difficiles à produire hein, en raison des fortes chaleurs, du manque de précipitations. C'est le cas des tomates, des aubergines, par exemple. Euh, Ensuite, la qualité des produits baisse. Ça a un impact sur le goût, sur la qualité nutritionnelle. Ça se voit beaucoup sur le vin, le fromage, qu'on adore en France, le café, les fruits, etc. Et puis, il y a aussi des changements en raison du changement climatique. On modifie nos besoins, nos comportements alimentaires. Donc, par exemple, en cas de forte chaleur, on va avoir moins faim, plutôt soif, on va avoir envie de manger des choses pleines d'eau, plutôt froides, etc. Du coup, l'alimentation, c'est à la fois un levier prioritaire de l'atténuation du changement climatique et un secteur prioritaire de l'adaptation au changement climatique. Donc, si vous étiez à la dernière escale de décembre sur le changement climatique, normalement, ça doit vous dire quelque chose. N'hésitez pas à nous faire signe dans le chat si vous avez besoin du replay pour vous mettre à jour. On a beaucoup parlé d'impact environnemental jusqu'ici. Euh, On dit, en fait, pour remédier hein, à tout ça, à cet impact environnemental, on dit que, il faut être plus écologique, qu'il faut prendre soin de la planète. Mais en fait, la planète, c'est nous, en tant qu'humains. C'est notre environnement, c'est notre habitat, c'est celui des générations futures. Donc, il ne faut pas oublier que c'est comme une démarche intéressée, entre guillemets. C'est nos conditions de vie en tant qu'humains qui sont directement impactées. Et donc, l'alimentation, c'est vraiment un sujet transversal qui soulève aussi des questions sociales.
Parce que donner accès à une alimentation de qualité, c'est un enjeu de santé publique, hein. Ça permet de réduire les risques de diabète, d'obésité, maladies cardiovasculaires, mais aussi dans votre cas, du coup, assurer un bon développement aux jeunes enfants et aux enfants que vous accueillez. L'alimentation, c'est un des piliers de la santé environnementale dont on a également déjà parlé en escale engagée. Euh, il y a aussi un enjeu d'inclusion sociale autour de l'alimentation, hein, avec la lutte contre la précarité alimentaire, l'éducation alimentaire dans tous les milieux sociaux, parce que savoir d'où vient ce qu'on mange, comment c'est produit, éventuellement pouvoir faire preuve d'autonomie alimentaire, c'est aussi pouvoir faire preuve de résilience derrière. Et puis, évidemment, l'alimentation a un impact important sur notre économie. Il y a une manière de pouvoir, du coup, soutenir l'économie locale en contribuant à des circuits courts. C'est vraiment un cercle vertueux, hein, dans lequel le producteur, il va pouvoir obtenir une juste rémunération et le consommateur va pouvoir accéder à des produits locaux à prix accessible. Voilà, donc les enjeux, ils sont assez vastes, ils sont pas uniquement environnementaux. Et encore là, voilà, comme on n'a pas beaucoup de temps, on ne peut pas parler de tout en détail. Euh, pour remédier à cet état des lieux qui n'est, je vous l'accorde, pas des plus réjouissants, on va rentrer dans le positif parce que la transition, elle a déjà commencé. Donc vous pouvez déjà avoir cette bonne nouvelle avec vous aujourd'hui. Il se passe plein de choses au niveau de l'alimentation, plein d'initiatives intéressantes. L'ADEME a défini trois priorités pour mettre en place cette alimentation durable. La première, c'est de produire des aliments à faible impact et de promouvoir leur consommation. La deuxième, c'est de réduire drastiquement les pertes et le gaspillage sur toute la chaîne alimentaire, parce qu'on a vu que ça avait un fort impact. Et la troisième, c'est de faire évoluer les pratiques et les régimes alimentaires pour réduire les impacts environnementaux de nos assiettes. Euh, une alimentation durable à l'échelle vraiment globale, ça peut passer par plusieurs choses. Euh, je vous donne quelques exemples. Donc, l'agriculture biologique, elle évite les pesticides de synthèse, elle privilégie la rotation des cultures. En fait, ça va permettre de préserver au maximum nos ressources naturelles. Ensuite, le fait de diversifier ses pratiques alimentaires et notamment d'intégrer des protéines végétales, ça réduit en fait notre dépendance à cet élevage intensif qui est très polluant. Donc, ça permet à la fois de baisser évidemment les gaz à effet de serre, mais ça nous permet aussi de pas trop nous reposer sur un seul type d'aliment, ce qui nous permet derrière de faire preuve de résilience. Une alimentation durable, c'est aussi des produits de saison, hein. Le respect de la saisonnalité, ça permet de limiter les importations et donc l'empreinte carbone liée au transport. Euh, c'est aussi favoriser donc le circuit court, hein, avec ces liens dont je vous parlais entre les producteurs et les consommateurs, de soutenir l'économie locale et aussi la traçabilité des produits. Et puis donc la lutte contre le gaspillage. Il y a certaines initiatives sur le territoire qui œuvrent déjà, hein, pour la transition alimentaire. Par exemple, c'est le cas du projet de sécurité sociale alimentaire qui est en expérimentation dans certaines villes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Il y en a en Alsace, en Bretagne, et je crois que c'est à Montpellier, à Toulouse aussi. On avait envie de vous le mentionner aujourd'hui, même si on n'a pas le temps de rentrer plus en profondeur dans le sujet. On va vous laisser approfondir avec un petit lien que Pauline vous envoie dans le chat, mais c'est une initiative voilà, qui donne de l'espoir et qui est importante voilà, de savoir qu'elle existe parce que ça fait du bien et que ça prouve qu'il y a des choses qui sont possibles. Mais également pour pouvoir agir sur tous ces éléments, hein, le contexte politique et réglementaire, il va être très important, à la fois à l'échelle internationale, européenne et française. C'est pour ça que chez La Belle Vie, on a aussi une équipe qui fait du plaidoyer, hein, sur ce sujet. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Il y a plusieurs évolutions Dans réglementaires la qui ont eu boîte, lieu. Fred. Euh, D'abord la loi Egalim qui a été renforcée par la loi AGEC, la loi Climat et Résilience. Donc tout ça, ça a fixé des objectifs en matière d'approvisionnement, de produits durables de qualité, de lutte contre l'usage du plastique, de gaspillage alimentaire, etc. Tous ces éléments réglementaires, il ne faut pas hésiter à les utiliser comme un outil pour vous. C'est pas seulement des lois qui interdisent, entre guillemets, c'est aussi, elles peuvent justement vous permettre de faire, d'argumenter, de demander de modifier des choses. Donc, faut pas hésiter à vous en saisir.
Une fois qu'on a posé tout ça, on va pouvoir passer aux solutions. L'idée ici, c'est de se dire que vos lieux d'accueil, comme je vous disais au début, parce que vous accueillez des jeunes enfants, parce que vous êtes ancrés sur votre territoire, ils ont un rôle de mobilisation qui est vraiment important à plusieurs échelles. Donc vous allez voir, on va parler de trois échelles différentes. D'abord le territoire, ensuite auprès des familles et puis auprès des enfants. L'impact des mesures que vous prenez, quand elles sont prises à l'échelle de tout un territoire, il est forcément décuplé. Parce qu'il y a un ensemble des acteurs qui vont pouvoir être mobilisés grâce aussi à une volonté politique, hein. Souvent derrière, c'est ce qui va permettre d'incarner, de pérenniser toutes les bonnes pratiques que vous mettez en place de manière encore plus collective. À la fois, c'est un sujet qu'on a adressé de manière plus approfondie pendant une escale à l'automne dernier, donc on pourra vous envoyer le replay, n'hésitez pas à nous demander sur voilà, le lien sur le territoire, l'engagement, comment mobiliser toutes les parties prenantes, etc. Aujourd'hui, je voulais vous partager deux exemples que je trouvais particulièrement inspirants sur les politiques de territoire en matière d'alimentation. À commencer par la ville de Montsartou, dans les Alpes-Maritimes, qui a développé un projet de territoire ambitieux, on peut même dire exemplaire, autour de l'alimentation durable. Ça s'articule autour de plusieurs choses. Ils sont passés au 100% bio déjà dans la restauration collective, hein, à l'échelle de toute la ville. Et en fait, ils ont fini par créer une régie agricole qui est détenue par la municipalité et qui produit plus de 25 tonnes de légumes bio par an et qui fournit en fait les cantines des crèches et des écoles. Donc c'est une ville de 10 000 habitants et cette ferme familiale a été rachetée par la mairie, hein, en 2005 et donc l'idée c'est de créer un grand potager public qui assure presque 85% des besoins en légumes pour les 1 200 repas par jour des enfants. Euh, et donc pour valoriser ce projet, le faire vivre et puis essaimer aussi, accompagner d'autres structures et d'autres villes à pouvoir reproduire ce projet-là, ils ont créé une maison d'éducation à l'alimentation durable, hein, pour être vraiment la vitrine officielle. C'est à la fois un laboratoire vivant, un centre de ressources, une boîte à outils, un lieu d'échange, voilà, qui permet de vraiment pousser cet engagement sur l'alimentation durable. Je vous enverrai dans un petit mail juste après ce temps de quoi approfondir également une vidéo et puis leur site internet euh, pour que vous puissiez vous projeter un petit peu plus dans ce potager de la ville de Montsartou. Et le deuxième exemple, on va avoir la chance de l'avoir de vive voix avec nous aujourd'hui, puisque Fabienne Sabatier, la directrice de l'association Parents en Bouge, a pu se libérer pour être parmi nous. Donc Parents en Bouge, c'est une association qui a fait partie des lauréats des Coccinelles d'Or 2025, hein, les trophées de l'écologie et de la petite enfance qu'on co-organise avec les pros de la petite enfance. Et leur projet de la bicyclette à la fourchette avait beaucoup attiré l'œil du jury. Donc Fabienne, je vais vous laisser nous raconter, nous dire ce qu'il en est, si ça vous va. Merci, merci Charlotte. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que tout le monde m'entend bien. Donc je vais commencer. En effet, nous sommes une association Parents Bouge qui a été créée il y a 23 ans à Rennes pour répondre au départ à des besoins de garde de la petite enfance en horaire atypique. Euh, la, la première activité de l'association créée par souvent des mamans d'ailleurs, ça a été de créer un premier service qui s'appelle Parendum, qui est un service de garde à domicile en horaire atypique. Donc on intervient le matin ou le soir, en relais des modes de garde. Et puis ensuite, Parents Bouge, c'est plutôt investi dans ce qu'on appelle l'accueil collectif, donc les crèches, et la possibilité donc de continuer comment dire, proposition plutôt comment dire, ciblée sur des familles qui sont vraiment en difficulté par rapport, encore une fois, aux horaires atypiques, au planning variable, à l'accueil d'enfants en situation de handicap, pour ne citer que cela. Et c'est vraiment dans l'ADN de Parents Rouge d'être là où les autres ne vont pas. On dit souvent ça. Et puis, dès le début, en fait, il y a eu aussi un engagement dans le développement de nos crèches. Donc aujourd'hui, on a 5 crèches. Ça représente 160 places
de crèche. On est toujours en statut associatif. Dès la première crèche et jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'au projet d'ouvrir une sixième crèche prochainement, on a fait le choix, il a été fait le choix d'avoir des cuisines dans les crèches, même des toutes petites cuisines, mais des cuisines pour pouvoir faire une restauration maison. Donc ça, c'était un élément assez important du départ. Et puis l'autre aspect, c'était de dire, bah, non seulement on va faire à manger, mais on va aussi faire à manger de manière responsable avec des produits locaux, des produits bio, autant faire se peut. Voilà. Et puis, quand je disais même des petites cuisines, bah, il se trouve que dans une de nos crèches, on avait une toute petite cuisine qui n'avait même pas de fenêtre. Donc on avait une halte garderie, donc un fonctionnement qui ne nécessitait pas des repas le midi. Et puis on a évolué en crèche. Et là, on avait besoin de faire des repas dans cette crèche pour une vingtaine d'enfants qui étaient présents, plus les adultes. Et ben là, on n'était pas dans les clous pour faire à manger aux enfants dans cet espace-là. Le Code du travail demande à ce qu'il y ait, par exemple, un espace avec des fenêtres, un espace de travail. Donc, on n'était pas dans les clous. Donc, on a décidé d'aller préparer les repas dans une autre de nos crèches, dans la cuisine d'une autre crèche qui était seulement distante d'un kilomètre. Et dans cette autre crèche, on avait les équipements techniques, donc il n'y avait pas de souci, mais il y avait juste après la question du déplacement des repas d'une crèche où sont préparés les repas à cette petite crèche de 20 enfants. Et c'est là qu'on a eu l'idée d'aller plutôt sur un déplacement à vélo, puisqu'on est en centre-ville de Rennes, et avec une remorque. Donc ce travail-là du vélo et de la conception de la remorque a été fait avec un partenaire local qui s'appelle Tout en vélo, enfin qui est dans d'autres villes de France maintenant, et donc qui est une structure coopérative qui développe le déménagement à vélo, la livraison à vélo, et donc ils ont été très attentifs à notre besoin et on a conçu ensemble la remorque et le vélo. Donc c'est une liaison chaude, donc les repas sont préparés et ils partent chauds. On a acheté des norvégiennes, tous les équipements nécessaires qui vont dans la remorque que vous avez en photo. Et donc, ils vont être livrés toujours chauds. Donc, on n'a pas de problème de remise en température qui demande aussi du matériel, des fours, etc. Et ils arrivent chauds à la crèche et donc ils sont servis aux enfants. On voit là sur la photo aussi le service des repas. Et ensuite, la collègue repart avec le vélo, la vaisselle sale et repart dans la cuisine, dans la première cuisine, dans l'autre crèche pour restituer et mettre en état de propreté la vaisselle, etc., pour être prêt pour le lendemain. Voilà globalement l'explication de notre projet. Ça a été assez logique en fait parce que pour nous c'était une évidence qu'on devait en effet continuer dans cette logique-là. Il n'était pas question qu'on ait des livraisons de repas par un prestataire avec lequel on aurait été pas forcément satisfait. Ça, c'était vraiment un engagement de parents bouche depuis longtemps. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Parce que je voudrais pouvoir aussi répondre à vos questions. Alors, je regarde en même temps le timing. Il y a bien sûr l'idée aussi de rester cohérent depuis notre création avec cette question d'alimentation, mais aussi de mobilité, puisqu'on a un accord mobilité durable. On fait en sorte qu'en effet, on met à disposition des vélos. On voit sur la quatrième photo des vélos à disposition de nos crèches. On a un partenariat aussi avec une entreprise rennaise des transports en commun qui nous loue des vélos et qui permet de les mettre à disposition des crèches avec des vélos cargo où on peut même transporter des enfants. Euh, voilà, globalement, ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si est-ce que je fais une pause dès à présent pour éventuellement répondre à des questions. Merci beaucoup, J'ai plein Fabienne. d'autres choses à dire, mais je Bah, préfère j'imagine, j'imagine. cibler. S'il y a des questions, je vous propose de les poser dans le chat.
Comme ça, on pourra les faire Ah oui. remonter à Fabienne. En tout cas, en termes d'impact, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, quand vous le racontez comme ça a l'air simple et facile parce que ça coule de source et que c'est des décisions qui ont été prises pour des raisons qui, à ce moment-là, étaient évidentes pour vous. Mais c'est vrai que c'est quand même assez important sur un territoire ce que ça peut avoir comme impact de faire ce choix d'utiliser que la mobilité douce, de cuisiner local, etc. Mm. Bah, c'est sûr que je l'avais dit au moment comment dire, la remise de la coccinelle d'or l'année dernière. J'avais dit, bah, si on nous avait dit toutes les difficultés qu'on aurait dû et les problèmes qu'on aurait dû résoudre, peut-être qu'on n'y serait pas allé, mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant, et puis c'est ça qui est intéressant de le partager. C'est vrai que on n'avait pas forcément pensé liaison froide, liaison chaude, mais tout à l'heure, je vous l'ai dit, pour des raisons vraiment pratiques, on est allé sur la liaison chaude. On a aussi pas forcément pensé avant qu'il pleut. Et il pleut en Bretagne, même si je trouve que la météo est toujours Il pessimiste. paraît. Mais voilà, il a neigé, on a eu du verglas, donc tous ces moments-là où on se dit, ah, comment ça va se passer? La collègue qui est malade, donc ça y est, on a une personne du pool qui peut aller la remplacer quand elle est malade, parce que tout le monde ne sait pas faire du vélo, et encore moins avec une remorque comme celle-là. Ranger le matériel en sécurité, ne pas se faire voler le vélo, ni la remorque. Voilà, c'est tous des petits détails qui ont fait que ça nous a beaucoup mobilisés. Bon, après, on trouve les solutions et puis on avance. Je Ce que crois. ce que j'en retire aussi, c'est que vous vous êtes lancé et que après, du coup, comment dire, les obstacles qui peuvent arriver ou en tout cas les questions qu'on s'était pas posées au début et qui arrivent, et ben, on les gère. Et Oui. ça, et voilà. Et en fait, il faut pas que ça soit un bâton dans. Souvent, on se dit dès le début, ah, mais il va se passer ça, ça, ça. Du coup, on se lance pas. Et là, je Mhm. trouve ça hyper inspirant que, voilà, vous avez lancé, puis après, bah, au compte-gouttes, on voit ce qui arrive et puis au final, on s'en sort. Ouais. Ce qui est important, en tout cas dans ce type d'expérimentation et d'expérience, pour le coup, c'est qu'il ne faut pas être tout seul. Nous, en interne, si ça fonctionne, la restauration, c'est aussi qu'on a fait le choix de faire de la restauration maison dans des cuisines. On la photographie pas parce que, bon, on va pas sans comment dire, propager ce type d'image, mais la cuisine, par exemple, d'une de nos crèches qui a 42 places, qui est ouverte en horaire atypique, 6h-20h, la collègue, elle fait des repas, elle fait petit déjeuner, il y a des repas du midi, même des repas du soir qui sont proposés. Eh bien, c'est une toute petite cuisine, mais vraiment toute petite cuisine. Et vous voyez, on y arrive même avec une toute petite cuisine à faire des repas, et là, elle fait 50 repas au moins 50 repas tous les jours. Donc, c'est aussi important de savoir et de se dire que même dans des petits espaces, on peut aménager une cuisine qui va fonctionner, hein. Si on n'a pas la marche en avant, et ben on met en place un système, une organisation pour l'avoir. Donc ça, c'est intéressant à avoir dans la tête que c'est pas forcément une cuisine tout équipée avec 60 mètres carrés d'espace de travail. Quand on est aussi sur ce type d'expérience, c'est aussi intéressant de voir qu'on si on est en réseau, c'est fantastique en fait, hein, si on a du réseau. C'est beaucoup plus simple. Là, je vous parlais tout en vélo. Bien sûr, on a travaillé aussi depuis plusieurs années avec nous ce qu'on appelle le GAB en Bretagne, le groupement d'agriculteurs bio. Mais il y a la Fédération nationale des agriculteurs bio. Donc, contactez ces organismes-là. Ils peuvent vous conseiller. Nous, ils nous ont accompagnés sur les prestataires, sur les fournisseurs, pardon. Pas les prestataires, les fournisseurs. Les fournisseurs, en effet, ils vont vous dire, bah non, vous commandez pas assez de yaourt, c'est pas intéressant pour nous. Et puis en fait, à force de travailler, nous, on avait même acheté une prestation d'une personne du groupement d'agriculteurs bio de Bretagne pour qu'elle nous accompagne et qu'on choisisse les bons fournisseurs. Et on peut se dire, bon, bah tant pis, on va pas prendre tel produit en bio. On va en prendre plutôt un autre parce que là, on est sûr d'avoir le fournisseur qui nous livre aussi dans les crèches, etc. Donc, c'est un peu de travail, c'est sûr, c'est du temps, mais une fois que c'est parti, c'est en place, ça fonctionne bien.
Et en termes de partenaires, oui, vas-y, Pauline, t'as Oui, peut-être parce plus que je la leur ai question. promis de faire leur voix du chat, alors je vais le Oui, faire. vas-y. Il y a eu, j'ai relevé deux questions qui me paraissent peut-être intéressantes pour tout le monde. Il y avait une première question sur est-ce que les vélos sont électriques parce qu'ils s'imaginent qu'il y a quand Oui. même pas mal de poids, donc la réponse est oui. Et la deuxième, c'est au niveau des financements. Est-ce que vous avez eu des financements particuliers pour mettre en place ce projet? Ouais. Alors, en gros, globalement, le projet, c'est 10 000 euros, hein. Le vélo et la remorque, on n'est pas loin de 8 000 euros. Et puis après, il a fallu acheter les caisses, etc. Donc, on a la CAF, la Caisse d'allocation familiale, qui nous a financé à hauteur de 80% pour l'acquisition de matériel. Et puis, on a eu aussi une aide, une petite aide de la ville enfin, de la Rennes Métropole, mais qui est à la marge. Et puis, si on avait eu 1 000 euros d'aide de l'État, à l'époque, il y avait une aide sur les mobilités, sur l'achat de vélos à assistance électrique, mais qui était valable pour les particuliers aussi, qu'on avait eu. Donc, c'est bien un vélo à assistance électrique, en effet. Sinon, c'est dur. Ouais, ça commence à faire du poids. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Fabienne. Je pense Ouais. que ça va pouvoir en inspirer plus d'un. On vous enverra à nouveau là, comme je vous disais tout à l'heure, le site et de quoi creuser un petit peu le projet de Part en Bouge si vous voulez aller plus loin sur ça. Merci Oui. Fabienne d'avoir été avec nous. De Et je vous rien. propose que on continue un petit peu parce qu'il nous reste un quart d'heure et encore plein de choses à vous dire. Euh, Je vous le disais tout à l'heure, donc à l'échelle du territoire, ça a un impact évidemment très important. Après, c'est pas toujours faisable ou possible pour tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que ici, vous avez a priori tous et toutes des liens avec les familles des enfants que vous accueillez. Et vos pratiques de terrain, elles peuvent avoir un vrai impact sur elles. Parfois, on s'en rend pas vraiment compte. Donc, je voulais vous proposer qu'on adresse ce sujet-là. Comment est-ce que l'alimentation précisément, ça peut être un levier de sensibilisation auprès des familles hein, pour qu'elles puissent transposer ces bonnes pratiques ensuite à la maison. Il y a plusieurs manières de le faire. D'abord, évidemment, communiquer, faire prendre conscience, parce que c'est un peu la première étape. Ça, on peut le faire de plein de manières différentes. Donc, vous allez voir, je vous ai mis à chaque fois des illustrations de ce qui se fait au sein du réseau La Belle Vie ou en tout cas dans des structures qu'on a pu accompagner. Donc là, toute la communication autour de l'alimentation, elle peut se faire bah, par des affiches, hein, évidemment, des supports digitaux aussi. On a croisé beaucoup d'établissements qui expliquent leur démarche alimentaire par exemple dans une application dédiée, je sais que vous êtes nombreux à l'utiliser, euh, des newsletters, parfois quand ça peut être centralisé au niveau de la mairie aussi, avec les menus, etc. Il y a aussi pas mal de structures qui organisent des événements de sensibilisation, hein, comme ici au milieu, en Alsace, aux Trois Cygnes, une conférence avec les parents. Et puis après, tout simplement, le fait de montrer l'exemple, entre guillemets, c'est-à-dire que quand vous organisez des événements avec les familles, si par exemple le buffet il est végétarien, bah tout de suite ça fait passer un message. Donc là par exemple la photo à droite c'était un buffet de Noël végétarien. Ça je pense que c'est assez rare pour pouvoir être souligné. Une autre manière de pouvoir sensibiliser les familles, c'est aussi de les impliquer vraiment dans votre quotidien. Par exemple, en les invitant à partager le repas des enfants. Donc ça, c'est ce qu'avait fait la crèche des petits loups. Là, vous voyez sur la photo, la grande photo sur la gauche. L'idée, c'était vraiment un événement annuel, repas dehors, avec les parents au mois de juin, pour que, ils puissent se rendre compte de ce que mangent les enfants. Donc, on présente les choix qui sont faits en cuisine, les repas, on partage le repas, etc. Donc là, c'est vraiment vie ma vie dans la crèche, quoi. Et puis, pour impliquer les parents, on peut aussi le faire, par exemple, à travers la valorisation des biodéchets. C'est ce qu'a fait la crèche du Petit Navire à Versailles. Là, sur cette photo, vous voyez leur seau à biodéchets qui s'appelle Mange tout. Et ils partent tous les week-ends chez les familles qui l'alimentent avec leurs épluchures de légumes, etc. Et ensuite, ces biodéchets-là vont au compost de la crèche. Donc les enfants participent aussi, ils sont ravis de faire voyager ce seau, de contribuer, etc. Les familles, elles sont aussi là pour pouvoir co-construire avec vous des choses.
et notamment en lien avec l'alimentation, hein, donc des ateliers cuisine avec les parents, par exemple, où chaque parent peut faire découvrir sa recette phare, hein. Parfois, ça peut même être issu d'une culture en particulier. Il y a les crêpes bretonnes, le couscous marocain, et après, il y en a vraiment plein, plein d'autres. Et donc ça participe vraiment à l'implication des familles dans le lieu de vie. Et l'alimentation, pour ça, c'est un biais qui est assez facile, hein. On sait que la nourriture, ça crée du lien entre les gens en général. Il y a des structures aussi qui ont créé une grainothèque pour le potager et qui ont invité des parents, par exemple, à des sessions de jardinage ensuite derrière. Et puis le format du défi, il fonctionne plutôt bien avec les parents pour les inciter à mettre en place des pratiques plus éco-responsables. Dans l'alimentation, par exemple, j'avais entendu une structure qui avait mis au défi des parents de faire un gâteau avec des légumes cachés à l'intérieur. Donc, je le comprends, mais ça peut être gâteau à la patate douce. Parfois, on peut remplacer aussi le sucre par des haricots rouges. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Donc, le format défi fonctionne bien. La transmission, c'est aussi important, hein, entre vous et les familles des enfants que vous accueillez. Notamment des transmissions de recettes, évidemment, hein, qui vont pouvoir être reproduites à la maison, qui ont plu aux enfants. Là, par exemple, vous avez l'affiche des recettes d'Antoinette, qui est la cuisinière de la crèche du Petit Prince à Mandelieu, qui régulièrement transmet ses recettes aux parents, avec des petits gestes aussi anti-gaspi qui sont affichés dans la structure. Et puis, une autre initiative aussi de transmission, où là, c'est plus direct, c'est vraiment de donner des produits que j'avais trouvé intéressante, c'est vraiment donner, si vous faites pousser en fait des fruits, des légumes, des herbes aromatiques, vous pouvez les donner aux parents. Ça contribue à créer du lien et ça leur permet d'avoir des produits bruts. Donc là, au Petit Mousse à Carpentras, ils ont mis en place le Coop and Collect avec les herbes aromatiques qu'ils ont fait pousser à l'entrée de la crèche. Bien sûr, au-delà sur le territoire au global et puis auprès des familles, il y a beaucoup de pratiques que vous pouvez faire concrètement à l'échelle du lieu de vie où vous travaillez avec les enfants. Il y en a beaucoup qui sont mises en place voilà, au sein du lieu de vie, au sein du réseau La Belle Vie dont je vais vous parler, qui permettent à la fois de prendre soin des enfants, de leur santé, de leur proposer une alimentation durable, prendre soin de l'environnement évidemment, et puis sensibiliser sur ces sujets-là, les enfants à leur niveau et puis l'équipe, parce qu'en fait, c'est aussi ça qu'on fait à travers ces pratiques-là, hein. C'est pas uniquement, voilà, c'est une approche qui est à plusieurs facteurs, on va dire. Euh, la première chose dont on avait envie de vous parler, qui nous semble la plus importante, c'est de privilégier la cuisine sur place. On en a un petit peu parlé déjà avec Fabienne. Une question pour voir comment vous vous répartissez aujourd'hui dans les participants. Est-ce que, il y a une cuisine sur place chez vous? C'est serré. Oui, Franchement, c'est 50-50 presque là. ouais, on sent que les participants sont engagés parce que ça ne reflète pas les chiffres du secteur. Ouais, là, Vous on est êtes à à 50. 50-50. 50 tout pile. C'est impressionnant. Parce que oui, la cuisine sur place, elle a longtemps été la norme, mais aujourd'hui, elle est largement minoritaire dans les établissements d'accueil du jeune enfant. Donc, les chiffres qu'on a, c'est pour les crèches. Il y a 85% des crèches qui confient la restauration à un prestataire extérieur ou une cuisine centrale. Donc, ça veut dire qu'il y a que 15% au niveau voilà, de tout le secteur, enfin, de tout le territoire qui cuisine sur place. Donc, cette externalisation, elle atteint un pic dans les crèches privées, c'est 93%. Et il tombe à peu près 50% pour les structures municipales et associatives. Mais aujourd'hui, je pense que vous êtes mélangés. Donc pourtant, c'est une pratique qui permet à la fois de mieux maîtriser l'approvisionnement des aliments, hein, la qualité, la provenance, la composition de l'assiette, la qualité nutritionnelle des repas et les quantités. Nous, chez La Belle Vie, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. On a récemment lancé un projet pilote qui s'appelle Cuisine sur place,
Euh, c'est une expérimentation nationale qui est faite pour accompagner des crèches à reprendre la main sur leur alimentation et qui va ensuite pouvoir nous permettre, nous donner de la matière pour justement faire du plaidoyer, faire bouger le cadre réglementaire aussi sur ces sujets-là. Si ça vous intéresse, on vous envoie un petit lien dans le chat. N'hésitez pas à remplir ce questionnaire. Vous serez recontacté par un membre de notre équipe partenariat et innovation pour pouvoir être accompagné sur ça. Après, au-delà de la cuisine sur place, quand on n'a pas cette possibilité-là, évidemment, ça ne s'arrête pas là. On peut faire d'autres choses. Donc, au niveau des repas, on l'a vu, hein, diminuer sa consommation de viande, c'est un impact qui est déterminant sur l'environnement. On peut le faire aussi pour les jeunes enfants. Donc, dans le réseau La Belle Vie, il y a beaucoup de structures qui proposent des repas végétariens aux enfants, même plusieurs fois par semaine. Ça peut être à discuter avec votre prestataire de repas, si vous en avez donc un, ou la personne qui fait la cuisine sur place. Si jamais vous cuisinez sur place, que ça vous intéresse, je vous envoie, enfin Pauline va vous envoyer dans le chat cet article sur les légumineuses qui avait été rédigé par une de nos formatrices, qui est très concret et qui va pouvoir peut-être vous aider à passer à l'action, vous donner quelques petites idées de recettes. Ensuite, auprès des enfants, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Cultiver l'autonomie alimentaire, à la fois pendant le repas, avec du self-service, la gestion de la quantité, de l'ordre des aliments, etc. Et puis aussi en préparation. Par exemple, en faisant des ateliers cuisine ou pâtisserie, j'avais échangé notamment avec une structure qui avait un projet qui s'appelait Le Petit Boulanger, où chaque jour, un enfant différent préparait le pain. Donc il y avait un protocole qui était évidemment très bien cadré à l'avance, mais en tout cas, c'était vraiment les enfants qui faisaient eux-mêmes. Ensuite, pour mettre en fait les enfants au contact des produits bruts le plus possible, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire à cette échelle-là, hein. Avoir un potager par exemple, ou même des petites herbes aromatiques, hein. On s'adapte aussi à l'espace autant qu'on peut y consacrer. Des ateliers découvertes des fruits et des légumes bruts, contribuer à la préparation, contribuer aux courses même parfois, hein, quand on peut en faire des sorties chez les producteurs locaux. Tout ça, ça permet voilà, aux enfants de vraiment être en lien avec les aliments bruts. Et puis, évidemment, cette lutte contre le gaspillage alimentaire que pour la plupart, vous connaissez bien, il y a plein de solutions possibles. Ça part d'abord de ajuster les quantités en amont. Donc là, il ne faut pas hésiter à instaurer un dialogue avec le prestataire, hein, si nécessaire. Et puis ensuite, c'est mesurer les déchets aussi. Parfois, il suffit de prendre conscience parce qu'on ne se rend pas toujours compte que on a autant de gaspillage alimentaire. Donc, ça peut être peser les déchets, ça peut être faire l'exercice de disséquer un peu le gaspillage pour savoir quel type d'aliment fonctionne ou fonctionne pas, etc. Est-ce que c'est en fonction de ce qu'aiment ou n'aiment pas les enfants ou pas vraiment? Enfin, voilà. Euh, et puis ensuite, une fois que les déchets alimentaires sont là, comment on fait pour les revaloriser? Donc là, il y a pas mal d'options, à la fois donner aux poules dans la structure ou le pool des parents ou des équipes, récupérer aussi soi-même, hein, peut-être dans les équipes, ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup, de terminer des repas qui n'auraient pas encore été touchés. Et puis sinon, toutes les solutions de revalorisation type compost, donc avec plusieurs possibilités, lombricompost, compost collectif, etc. Tout ça sont des pratiques que vous allez pouvoir approfondir, creuser et adapter aussi à vos structures ensuite respectives, hein, en fonction de ce qui vous parle le plus, de ce qui vous semble le plus facile à mettre en place. Euh, on a abordé beaucoup de choses. J'espère que vous avez pris des petites notes. Euh, on va, enfin, comme en 1 heure en fait de webinaire, on va pas pouvoir vraiment aller en profondeur sur tout. Je vous propose juste là quelques pistes pour pouvoir aller plus loin par la suite. Et puis on vous remet notre adresse mail dans le chat. Si jamais vous avez besoin de ce replay ou d'autres choses, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, ce que vous pouvez faire à partir de maintenant avec tous ces éléments-là, que vous soyez engagé dans la démarche de labellisation ou pas, hein, vous pouvez vous former avec Label Vie. Notre catalogue de formation, il a plusieurs formations qui sont en lien avec l'alimentation. On adresse des notions théoriques, des notions pratiques, et puis évidemment aussi tout ce qui est sensibilisation, dont on a pu parler aujourd'hui avec les familles, etc. Ce sont des choses qui sont adressées en formation.
On en a plusieurs. Elles sont toutes différentes, notamment celle sur les goûters, les collations éco-responsables avec les enfants. Elle est très adaptée si vous n'avez pas de cuisine sur place, parce que ça permet d'agir même quand on n'a pas de cuisine. C'est des goûters qui sont pas cuits, etc. Donc voilà, si vous avez besoin d'accompagnement ou d'aide pour choisir une formation, n'hésitez pas à nous contacter. Et Pauline va vous mettre le lien du catalogue de formation dans le chat. Si vous faites partie, vous êtes adhérent au réseau La Belle Vie, je vous donne rendez-vous du coup sur votre espace réseau habituel pour pouvoir continuer à progresser sur ces sujets-là après cette escale. Vous avez votre espace d'échange du coup sur l'alimentation, hein. N'hésitez pas à poser vos questions, partager vos pratiques, mettre des petites photos, vos recettes, etc. Le prochain appel du réseau sur l'alimentation durable, c'est le 17 mars de 14h à 15h30. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, comme d'habitude, vous avez aussi les replays. Tous les replays qui ont été mentionnés aujourd'hui, vous les avez dans l'espace ressources. Et si vous n'êtes pas adhérent au réseau La Belle Vie, on propose régulièrement des webinaires découvertes pour vous expliquer un petit peu mieux le fonctionnement de la démarche La Belle Vie. Le prochain, ça va être le jeudi 19 février à 14 heures. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, on vous envoie le lien dans le chat et on vous le renverra dans un petit mail. Si vous êtes disponible et que ça vous intéresse, on vous invite voilà, à nous rejoindre à ce temps-là. Ce sera des collègues à nous qui pourront vous présenter plus en profondeur comment fonctionne la démarche La Belle Vie. On arrive au terme de ce webinaire hein, sur la transition alimentaire. Donc, on avait envie de vous demander un petit peu quelle serait votre prochaine étape, là, après avoir entendu tout ça, réfléchi peut-être si vous êtes plusieurs derrière l'ordinateur. Vous allez avoir un dernier petit sondage qui va s'afficher sur votre écran. Ça va être quoi, vous, votre prochaine étape après cette escale engagée? Est-ce que vous allez échanger avec votre équipe, continuer à monter en compétence, peut-être avec une formation? Est-ce que vous êtes intéressé par la démarche? Le projet pilote, est-ce que ça vous a intéressé? Voilà, vous pouvez cocher plusieurs choses d'ailleurs. C'est pas... Vous pouvez tout faire si vous avez envie et le temps. Merci pour vos réponses. On a une majorité d'échanges, quelques envies de formation, la démarche hein, qui intéresse aussi, certains qui sont encore un petit peu incertains. Il faut laisser infuser parfois, c'est important. Merci pour vos réponses. Je vous donne déjà la prochaine date de la prochaine escale engagée. Ce sera le 16 mars, du coup, de 14 heures à 15 heures. Et cette fois-ci, on va parler d'accueil dehors et comment on peut repenser le lieu d'accueil collectif dans l'enfance et la petite enfance en fonction, pour voir quelle place on peut donner à cet extérieur, justement. Un sujet qui nous tient à cœur, qui est la vie. On va vous envoyer également dans le chat le traditionnel questionnaire de satisfaction. Si vous avez encore 2 minutes à la fin de cette escale engagée, on est très preneuse de vos avis. Voilà, c'est important pour nous pour qu'on puisse savoir si c'est bien utile pour vous, comment s'adapter aussi à vos besoins. Donc n'hésitez pas à nous laisser un petit message et à nous dire ce que vous en avez pensé. Ils ont l'air contents. Et je tenais à te dire merci, Charlotte, parce que ce que vous savez pas, c'est qu'elle a réussi pendant 1 heure à parler alors qu'elle sort d'une angine. Donc ça s'est J'ai très pas bien passé. toussé. Merci, Pauline. Bon, et pour conclure en beauté cette première escale de l'année 2026 tout de même, même si on est déjà en février, je vous propose qu'on fasse notre traditionnel photo souvenir. Alors, on peut honorer la tradition photo souvenir avec un petit objet en lien avec le thème. Donc, si vous avez une corbeille de fruits à côté de vous, c'est le moment. Sinon, vous pouvez prendre n'importe quoi qui est en lien avec l'alimentation. Ça peut être un ustensile de cuisine, une tasse ou un verre, une plante qui se mange, un fruit, un légume, voilà, ce que vous voulez. Je vais arrêter le partage comme ça, je vais pouvoir voir vos têtes un petit peu. Et puis, et prendre une photo plus facile. Ah, il y en a qui sont déjà prêts pour la photo. Trop bien. Alors, vous êtes très nombreux, donc il va falloir poser pendant un petit temps que je prenne plusieurs écrans en photo, hein, je vous le dis. Allez, je laisse 10 secondes encore à ceux qui sont partis en courant chercher un fruit dans dans la corbeille de fruits. Trop bien. Moi, je pense qu'il y en a vraiment, ils se préparent dès le début, hein, parce qu'il y en a, sont hyper organisés. Ça J'avais va même être pas donné le super. thème à l'avance en plus. Allez, à 3, je prends la photo.
Si vous n'avez pas de webcam, c'est pas grave, on verra votre nom. Un, deux, trois. Yvain, très ingénieux. Ne À vous de bougez pas, mettre ne en bougez blanc. pas. Il y a trop de pages. J'adore vos poses en plus. Allez, une dernière, après je vous dis. Beaucoup de clémentines. Ah, il y a des seaux à Parfait. violeter. Ça me laisse le temps de Merci. regarder tout le monde, c'est génial. Bah, c'est vrai que vous êtes nombreux. Super. Merci pour vos pauses et puis merci pour vos contributions, d'avoir été si nombreux et nombreuses à ce webinaire. Prochaine date, le 16 mars. On vous renvoie tout ça dans un petit mail. Il y aura beaucoup de choses dans le mail. Oui, c'est vrai, hein, j'ai dit ça beaucoup de fois. Bon après-midi, bonne semaine, à bientôt!